Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce cycle de webinaires de territoire d'énergie Drôme, puisque moi-même j'ai du mal, mais on dit plus d'aide, on dit territoire d'énergie Drôme. Ce cycle de webinaires donc, qui a débuté jeudi 3 septembre par les stratégies des collectivités pour rénover leur patrimoine. Ensuite, il y a eu mardi dernier l'impact environnemental sur ma collectivité. C'était avec moi jeudi dernier sur les énergies renouvelables. Ce soir, on va parler des aides financières que le territoire d'énergie Drôme propose pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti des communes drômoises. Et vous voyez, vous avez le programme des 3 prochains webinaires, le 24 septembre sur les groupements d'achat d'électricité et de gaz, le 29 septembre sur l'accompagnement technique qu'on peut vous proposer dans le cadre de la rénovation énergétique de vos bâtiments. Et on terminera par le jeudi 1er octobre avec un zoom sur l'utilisation du bois énergie dans les collectivités. Donc, on ne rappelle pas le contexte de dérèglement climatique. On voit un petit peu tous les jours les conséquences de ces rejets de CO2 qui ont lieu depuis la révolution industrielle. Ça fait 150 ans qu'on met sous forme gazeuse dans l'atmosphère des énergies fossiles qui ont mis des millions d'années à se former, à se stocker dans les sous-sols. Donc forcément, il se passe des choses. Ça, c'est le contexte. Et puis, on s'aperçoit avec ce graphique qu'on est encore loin du compte en France, puisque nous avons réduit nos émissions de CO2 de 1,1% entre 2015 et 2018. On aurait dû les réduire de 1,9% et on doit atteindre les moins 3,3% d'ici 2025 si on veut atteindre nos objectifs de neutralité carbone. Pourquoi les bâtiments? Les bâtiments, c'est 20 à 25% des émissions nationales de CO2. C'est pour ça qu'on a mis en place ces aides financières que je vais vous décrire ce soir. D'autant que le budget énergie pour une commune croît d'année en année à cause de l'augmentation du prix des énergies. Et aujourd'hui, le budget énergie d'une commune, c'est environ de 50 € par an et par habitant. Du coup, le service performance énergétique auquel j'appartiens a mis en place une procédure pour vous accompagner dans la réduction de vos consommations d'énergie pour pouvoir diminuer les émissions de CO2 et maîtriser les dépenses énergétiques des communes. Cette procédure, vous l'avez sous les yeux. Elle commence en haut à droite, ici. Je pense qu'on voit ma flèche, mon curseur. Par le suivi de vos consommations, c'est un service qu'on peut vous apporter, faire l'analyse synthétique de vos consommations d'énergie pour cibler les éléments de patrimoine les plus énergivores, donc qui vont être les priorités en termes de rénovation énergétique. Ces bâtiments, une fois qu'on les a ciblés, on va les diagnostiquer pour réaliser des préconisations. Donc, ces préconisations de travaux qu'on va vous faire vont être ciblées en fonction du coût d'investissement et des économies qu'elles vont générer. Donc, on va essayer de vous proposer des travaux qui vont avoir les meilleurs ratios investissement-économie d'énergie. Une fois que ces travaux sont actés, programmés, on va vous accompagner d'un point de vue technique pour les réaliser. Et avant 2018, il manquait un chaînon, c'est le chaînon des subventions qu'on a comblé en mettant en place ce dispositif d'aide que je vous présente ce soir. Une fois que les travaux sont réalisés, financés, réalisés, on revient à un suivi de consommation d'énergie pour valider les économies générées par les travaux que vous avez réalisés. Et le cycle continue, puisqu'une fois qu'on a rénové l'école, on va pouvoir passer à la salle des fêtes, à la mairie ou à un autre bâtiment. Alors, pourquoi rénover son patrimoine bâti? Comme on le voit sur ce graphique, c'est un camembert issu de données qu'on a récupérées, récoltées avec le suivi énergétique de 134 communes drômoises. On s'aperçoit que les bâtiments, c'est 70% de vos consommations d'énergie
dont la moitié globalement pour les écoles. C'est une moyenne drômoise pour les communes de moins de 10 000 habitants. Bonjour. Bonjour, la commune d'Orel qui nous rejoint, c'est ça? Oui, pardon. Voilà, donc on coupe tous nos micros, comme ça on n'entend pas ce qui se passe chez vous et on se propose de poser les questions à travers le chat. Donc, on rénove son patrimoine, pourquoi? Ben, comme on l'a dit, pour diminuer ses consommations, ça ne va pas faire diminuer les factures, mais ça va les stabiliser. Pour satisfaire le confort des usagers, évidemment, avoir un meilleur confort en hiver, mais également, on va le voir, un meilleur confort en été. Cette problématique des surchauffes des bâtiments est de plus en plus importante. On est de plus en plus sollicité sur ce thème. Pour l'entretenir, comme on entretient sa maison, on va entretenir son patrimoine. On va pallier les pannes. Inévitablement, des chaudières qui ont 20, 25, 30 ans, ben, à un moment donné, elles vont nous lâcher. Il va falloir les remplacer. On peut être motivé également par la diminution de l'impact environnemental de la collectivité en diminuant les rejets de CO2 quand on se chauffe au fioul, au gaz ou au propane. On va permettre à sa collectivité de contribuer aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, on peut aussi devoir faire des travaux pour la mise en conformité du bâtiment. Il y a une image qui va revenir à chaque fois dans nos webinaires, c'est comment rénover. Comment rénover, c'est symbolisé par ce graphique qu'on va toujours avoir en tête, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer d'abord à la sobriété, l'efficacité, et ensuite, on s'occupera de la partie chauffage. Donc déjà, économiser, améliorer l'efficacité en isolant par exemple le bâtiment, et ensuite, on s'attaque au chauffage. Pourquoi? Parce que l'énergie la moins chère et la moins polluante, je ne vous apprends rien, c'est celle qu'on n'utilise pas. Alors, par où on commence quand on rénove un bâtiment? Eh bien, voyez sur ce graphique, ce sont des moyennes, mais globalement, le maximum de déperdition sur un bâtiment se font par la toiture, puisque la chaleur a tendance à monter. On a de 20-25% des déperditions qui se font par le toit. Pareil par les murs. Viennent ensuite tout ce qui est aération, fuite, les menuiseries. Alors, les menuiseries, ça peut être surprenant, mais une fenêtre est bien moins isolante qu'un mur, par exemple. Mais les surfaces de contact, les surfaces de fenêtres en contact avec l'extérieur sont moins importantes que les murs. C'est pour ça qu'on n'est qu'à 10 à 15% des déperditions. Donc, les priorités, on le voit très bien hein, quand on rénove un bâtiment. D'abord, les combles, ensuite, les murs et les menuiseries. Sur ces bases-là, on va établir un programme en prenant soin d'anticiper ce qu'on appelle les travaux concomitants. C'est par exemple, si on doit isoler un mur et qu'on envisage dans quelques années de remplacer les menuiseries, ben, ce sont deux types de travaux qu'il va falloir faire en même temps. Pourquoi? Parce que quand on va isoler les murs, on va refaire des murs tout propres et le jour où on va remplacer les menuiseries, ben, on va détruire une partie de ce qu'on a réalisé. Donc, mur, menuiserie, ça fait partie des travaux qu'on va appeler concomitants, qu'on va réaliser ensemble. Allons dans le vif du sujet. Cette aide financière, c'est quoi? Alors, cette aide financière, vous pouvez y accéder via une adhésion. C'est une adhésion, somme toute symbolique, puisqu'elle est de 20 centimes par an et par habitant. Donc, pour une commune de 100 habitants, eh ben, ça fait du 20 € par an. Pour en toucher, vous allez voir, 16 000 chaque année. Cette adhésion vous engage uniquement sur la durée du mandat. Elle est tacitement reconductible chaque année jusqu'à la fin du mandat. Donc là, les communes adhérentes à ce dispositif sont adhérentes jusqu'au 31 décembre 2020. Et en 2021, vous allez vous poser la question de réadhérer ou pas à ce dispositif. Alors, cette adhésion de 20 centimes par habitant et par an vous donne accès à un suivi énergétique du patrimoine. C'est la synthèse de vos factures énergétiques. Tout patrimoine, toute énergie
qu'on va vous remettre pour cibler les éléments de patrimoine les plus énergivores. Ça vous donne accès au diagnostic de bâtiment dont je parlais tout à l'heure, à notre accompagnement technique et à une enveloppe disponible chaque année de 16 000 euros qui va vous être distribuée de la manière suivante. Sur la base des travaux éligibles, que je vais vous énoncer après, vous avez droit à une aide de 50% jusqu'à 20 000 euros de travaux éligibles. Et ensuite, de 20 000 à 50 000 euros de travaux éligibles, on est à 20%. Donc, 50% de 20 000, ça fait 10 000. 20% des 30 000 suivants, ça fait 6 000. On est donc potentiellement à 16 000 euros, une enveloppe de 16 000 euros qui est à votre disposition chaque année pour, on va le voir, isoler, remplacer une chaudière, etc. Pour tous les bâtiments communaux, donc bien sûr la mairie, l'école, le gymnase, mais également les logements communaux. On va voir qu'on est beaucoup sollicité pour les logements que vous êtes amenés à louer à vos administrés. Donc, cette aide, vous voyez, a été calibrée pour les petits travaux de rénovation que vous allez faire chaque année, mais ça n'empêche qu'on est aussi sollicité pour des projets de rénovation globale, comme on les appelle, donc où on va apporter notre petite pierre à l'édifice, nos 16 000 euros sur ce genre de projet. Alors, je vais vous exposer maintenant ce qu'on est susceptible de financer. Alors, déjà, les travaux d'isolation. Isolation des combles, puisqu'on a vu que c'était par ce biais-là qu'on avait les plus grosses déperditions dans un bâtiment. Il faut savoir qu'une isolation qui a 15 ans perd la moitié de son efficacité. Et des isolations de combles qui ont 15 ans ou plus dans la Drôme, il y en a beaucoup. Donc là, on n'est pas sur des montants d'investissement très importants, puisque on est sur un ordre de grandeur de 50 euros hors taxe par mètre carré. Donc, isolation des combles sur plancher, isolation sous rampant, isolation des murs par l'intérieur. Donc là, on est sur un ratio d'investissement de l'ordre de 55 euros hors taxe par mètre carré, ou isolation des murs par l'extérieur, où là, on va être sur des ratios d'investissement de l'ordre de 150 euros hors taxe par mètre carré. Les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients. L'isolation des murs par l'intérieur, on voit que c'est des investissements beaucoup moins importants. Par contre, pendant les travaux, on ne peut pas occuper l'habitation. Et puis, on va perdre l'intérêt de l'inertie des murs. C'est cette inertie qu'on va rechercher quand on va faire de l'isolation par l'extérieur, puisque les murs vont faire partie du volume chauffé. Du coup, en hiver, ils seront tièdes, ce qui va générer des économies d'énergie, et en été, ils seront frais, ce qui va apporter du confort dans l'habitation ou dans le bâtiment. En termes d'isolation, ces deux images pour illustrer les menuiseries. On a en haut à gauche la mairie de Saint-Jean-en-Royans qu'on a financée cette année, et en bas l'école de Gessan qu'on a financée il y a 3 ans, je crois, dès 2018. Ça fait partie des premiers projets qu'on a financés. Au niveau des menuiseries, on est sur des ratios d'investissement de l'ordre de 550 euros hors taxe par mètre carré. Donc, cette aide financière va vous aider à isoler votre bâtiment du froid en hiver. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, on a de plus en plus de demandes en ce qui concerne le confort d'été. Des communes qui nous contactent parce qu'il fait très très chaud dans l'école à partir du mois de avril-mai jusqu'au mois de septembre-octobre. La salle des fêtes qu'on doit louer l'été pour les mariages, pour les anniversaires, il fait 50 degrés dedans. Il y a même des gens qui peuvent avoir des malaises. Donc aujourd'hui, c'est ça, l'inconfort l'été dans les bâtiments. Alors, pour lutter contre cet inconfort, il faut déjà comprendre d'où provient la surchauffe des bâtiments. C'est illustré sur ce dessin. Il y a globalement
trois vecteurs qui apportent de la chaleur, de l'inconfort en été dans les bâtiments. Le premier, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose, c'est la chaleur des personnes, des usagers. Le deuxième vecteur, c'est le rayonnement des tuiles, hein, les tuiles qui ont bien chauffé toute la journée et qui vont restituer leur chaleur dans le bâtiment le soir. Et la lumière directe qui va rentrer par les fenêtres et qui va se transformer en chaleur dans le bâtiment. C'est pour ça que le bon sens veut qu'en été, on ferme les volets de sa maison pour essayer de la garder le plus frais possible. Donc, il va falloir agir sur ces deux vecteurs. La solution de facilité, c'est la climatisation, la pompe à chaleur réversible, on appelle ça aussi, mais qui va avoir plusieurs inconvénients. Le premier, c'est que sa performance va être très faible au moment où on en a le plus besoin en hiver. Et puis, une climatisation, ça veut dire de l'investissement, ça veut dire des factures d'électricité et ça veut dire de l'entretien. C'est pour ça que lorsqu'une commune nous sollicite sur cette problématique du confort d'été, on va, dans un premier temps, lui proposer des solutions dites passives qui vont demander uniquement de l'investissement. Alors, vu qu'on a le premier vecteur, c'est le rayonnement des tuiles, la première chose à faire, c'est isoler les combles. Isoler les combles, ça va nous apporter des économies en hiver et ça va nous apporter du confort en été. La deuxième solution, le deuxième investissement passif, c'est ce qu'on appelle des protections solaires ou des casquettes solaires. Donc, on va savoir calculer, dimensionner ces casquettes. Vous voyez, c'est parfaitement illustré sur cette image, pour qu'en été, on ait une ombre portée sur les menuiseries. Alors, le principe pour calculer ces casquettes, il est simple. On part du principe que l'été, le soleil est plus haut dans le ciel que l'hiver. Donc, cette casquette va être dimensionnée pour que l'été, l'ombre arrive au pied de la baie vitrée ou de la fenêtre. Mais la casquette est dimensionnée également pour qu'on ait ce qu'on appelle les apports passifs du soleil en hiver, pour que la lumière du soleil rentre et réchauffe le bâtiment. Donc ça, c'est sur les façades sud qu'on va pouvoir mettre des casquettes solaires assez facilement. La grosse problématique, ça va être sur les façades est et ouest, sur lesquelles on a du soleil couchant. Et là, on aura beau mettre des casquettes, quand le soleil est en train de se coucher, il va inévitablement rentrer dans le bâtiment. Du coup, est et ouest, on a la solution qui est illustrée sur l'image en haut à droite. C'est ce qu'on appelle des BSO, des brise-soleil orientables. Donc, ce sont des sortes de volets roulants qui vont s'abaisser comme ça, sauf qu'ensuite, chaque lame du volet roulant va être orientable électriquement avec le bouton à l'intérieur. Et donc, c'est l'usager à l'intérieur du bâtiment qui va régler l'ouverture et la fermeture et l'inclinaison de ces lames pour éviter les entrées de lumière directe dans le bâtiment. Troisième levier sur lequel on va pouvoir agir pour améliorer le confort d'été des bâtiments, c'est la ventilation du bâtiment. Alors, l'idéal, c'est de faire comme à la maison, c'est-à-dire de tout ouvrir la nuit pour faire entrer de l'air plus ou moins frais. Mais lorsque ce n'est pas possible de faire entrer l'air frais la nuit, on va créer des mouvements d'air grâce à, ça ressemble à des ventilateurs, ça s'appelle des déstratificateurs, qui vont permettre d'avoir ce mouvement d'air et d'avoir un ressenti pour les personnes présentes beaucoup plus agréable. Ces déstratificateurs, ça va être utile en été pour créer ces mouvements d'air, mais également en hiver dans les bâtiments comme les salles des fêtes où on a des grosses hauteurs, puisqu'ils vont éviter que l'air chaud s'accumule en haut du bâtiment et puis qu'on réchauffe plein pot en bas parce que finalement on a froid. Donc ces déstratificateurs vont permettre d'homogénéiser, de déstratifier la chaleur, d'homogénéiser la température dans l'ensemble du bâtiment. Voilà pour tout ce qui est isolation, la première action à mener quand on veut rénover un bâtiment. Ensuite, une fois qu'on a rénové, qu'on a isolé ce bâtiment, on va remplacer éventuellement le système de chauffage.
Alors, nos aides financières vont pouvoir être versées sur ce genre d'investissement. Par exemple, les chaudières à granulés. Pourquoi je vous parle des chaudières à granulés? Parce que aujourd'hui, donc le granulé de bois, c'est la valorisation de déchets de bois, uniquement de déchets de bois qui auraient été brûlés au grand air ou qui auraient fermenté, pourris dans un coin au fond d'une menuiserie. Donc ces granulés de bois, c'est à la fois une énergie écologique et à la fois une énergie économique, puisque aujourd'hui, c'est l'énergie la moins chère et la plus stable, bien moins chère que l'électricité, le propane ou le gaz. Les élus drômois l'ont bien compris, hein, puisqu'on a beaucoup de demandes, de dossiers d'élus qui souhaitent remplacer leur chaudière fuel ou leur chaudière gaz qui est désuète par une chaudière à granulés. La seule différence avec une chaudière fuel, c'est qu'on a un silo, plutôt que d'avoir une cuve à fuel, on a un silo. Donc, il faut un peu plus de volume de stockage. Mais après, à la livraison, vous le voyez sur cette image, on a un camion rempli de granulés qui va arriver, qui va se mettre à proximité du silo et qui va se brancher dessus pour vous livrer ce granulé de bois. Ensuite, c'est le fonctionnement classique d'une chaudière. Le granulé est amené par une vis sans fin dans la chaudière qui va chauffer l'eau, qui ira ensuite au radiateur ou à l'eau chaude sanitaire. Alors, on ne finance pas que des chaudières granulées, hein, tout ce qui est chaudière à condensation également, chaudière à condensation gaz, chaudière à condensation fuel éventuellement. C'est aussi des équipements qu'on peut être amené à financer. Lorsqu'on a, donc là, on est sur des ratios d'investissement de l'ordre de 50-60 000 euros hors taxe, donc c'est beaucoup plus qu'une chaudière à condensation qui, elle, va coûter entre 5 et 10 000 euros hors taxe. Mais sur ces 50-60 000 euros hors taxe, vous avez 80% d'aide entre l'aide de territoire d'énergie de Rome, l'aide du département, l'aide de la région. On arrive facilement à 80% d'aide publique sur ces investissements. Ensuite, si on a des bâtiments rapprochés dans la commune, on peut se lancer dans ce qu'on appelle un réseau de chaleur. Donc là, on partira plutôt sur ce qu'on appelle la chaudière à bois déchiqueté, avec un silo enterré, comme on le voit sur l'image, et un débattement suffisant pour qu'un camion benne vienne déverser le bois déchiqueté dans ce silo. Ensuite, une chaufferie à bois déchiqueté avec énormément de systèmes de filtration qui font que les fumées émises sont essentiellement composées d'un peu de CO2, mais très peu de composés organiques volatiles, hein, ce qui peut nuire aux personnes qui ont des problèmes de respiration. Chaudière à bois déchiqueté qui chauffe de l'eau, qui va circuler dans ce qu'on appelle un circuit primaire, qui va faire le tour des bâtiments. C'est un circuit enterré, bien sûr. Et ce circuit primaire, c'est illustré ici, va céder sa chaleur au bâtiment, au circuit du bâtiment, via un échangeur à plaques. On va également financer des poêles à granulés. Ça vous paraît anecdotique, mais ça fait partie des équipements qu'on finance le plus. Dans quel cas? La plupart du temps, c'est dans le cas de logements communaux chauffés par des radiateurs électriques et où les élus font le constat suivant, c'est que les locataires ont des factures d'électricité très importantes. Du coup, ils chauffent peu. Ils ont froid. Et l'appartement prend l'humidité, donc se dégrade beaucoup plus vite que s'il était chauffé normalement. Donc, ils payent cher, ils ont froid, l'appartement se dégrade. Tout le monde est perdant avec les radiateurs électriques. Donc, beaucoup d'élus font ce constat et nous demandent de participer à l'installation de poêles à granulés. Donc, globalement, on pose le poêle dans la pièce de vie. Il va permettre de chauffer 50-100 mètres carrés de surface et on va laisser les radiateurs électriques dans les chambres au cas où, mais ces radiateurs sont rarement utilisés. Donc là, on est sur
un investissement de l'ordre de 5 000 € hors taxe pour un bon poêle à granulés de bonne facture, enfin de bonne qualité. Et là-dessus, nous, on arrive avec notre aide à 50%. Donc, ce poêle vous revient à de l'ordre de 2 500 – 3 000 €. Un bon système de chauffage n'est rien sans un bon système de régulation. Donc, ce qu'on appelle régulation, c'est à la fois la programmation du chauffage pour, dans l'école, par exemple, pour que ce chauffage ne soit pas en route le week-end ou pendant les vacances ou les mercredis. Donc, ça, c'est la programmation de chauffage et la régulation pour profiter des apports passifs. Donc, dans une salle de classe, c'est ce qu'on appelle un thermostat d'ambiance qui va tenir compte à la fois des apports solaires extérieurs et à la fois de la chaleur rejetée par les enfants et qui va couper ou abaisser le chauffage quand on a des apports de chaleur par ailleurs. Ce n'est pas la peine de chauffer plein pot quand on a déjà 25 élèves qui représentent chacun un radiateur de 100 watts. Voilà pour les aspects chauffage. Pour les aspects eau chaude sanitaire, alors on va pouvoir également financer des dossiers d'eau chaude sanitaire, hein, l'eau pour les douches, par exemple pour un camping, pour des vestiaires. Alors, quand on nous sollicite pour l'eau chaude sanitaire, nous, ce qu'on répond aux élus dans un premier temps, c'est « a-t-on vraiment besoin d'eau chaude sanitaire dans le bâtiment ?» On s'aperçoit que dans une mairie, dans une école, s'il n'y a pas de cantine, il n'y a pas forcément besoin d'eau chaude sanitaire. C'est une idée reçue de penser que le ménage doit se faire à l'eau chaude. Ça date du moment où on faisait le ménage avec du savon qui se diluait bien mieux dans l'eau chaude. Or, aujourd'hui, si vous regardez un petit peu sur Internet, les produits ménagers ne sont pas faits pour être utilisés à l'eau chaude. Ils sont même plus efficaces avec de l'eau froide. Donc, cette question, elle est vraiment légitime sur l'eau chaude sanitaire. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ensuite, si on en a vraiment besoin, eh bien, on va pouvoir financer ce genre d'installation. Alors là, on est sur un bloc sanitaire de camping, donc on a quand même à peu près une dizaine de mètres carrés de panneaux solaires, de capteurs thermiques. Dans une mairie, dans une école, ce sera à peu près 2 mètres carrés qui seront nécessaires. Le mode de fonctionnement est le suivant. On a là encore un circuit primaire avec de l'eau glycolée, de l'eau antigel, qui va circuler dans le capteur, qui va se réchauffer et qui va donner sa chaleur via un échangeur dans le ballon, dans un ballon tampon. Pour les jours où il n'y a pas de soleil, l'hiver par exemple, ce ballon tampon est équipé d'une résistance électrique qui va faire l'appoint, qui va amener votre eau à température si elle ne l'est pas déjà via l'échangeur. Donc globalement, un chauffe-eau solaire couvre sur l'année 80% de vos besoins en eau chaude sanitaire. Les montants d'investissement sont de l'ordre de 1 500 € hors taxe par mètre carré de modules, de panneaux de capteurs thermiques. Donc, sur 2 mètres carrés de capteurs thermiques, on est sur une installation de l'ordre de 3 000 € hors taxe sur laquelle on vient nous financer à 50%. Dans le titre, vous voyez qu'on parle d'eau chaude sanitaire et d'équipement technique. Alors, l'équipement technique, j'avoue que je n'ai jamais financé de dossier comme ça, mais peut-être que ça viendra. Dans les équipements techniques, il y a ce qu'on appelle les variateurs électroniques pour les pompes. Ce sont des variateurs électroniques, ce sont des appareils qu'on va venir ajouter à la pompe et qui vont faire fonctionner la pompe en fonction du débit souhaité. Donc, elles ne vont plus fonctionner en tout ou rien comme c'est le cas habituellement, mais elles vont venir fonctionner de manière graduelle en fonction du débit sollicité. Du coup, on voit ici qu'on a ces courbes de puissance qui sont bien moins importantes que lorsqu'on n'a pas ce variateur électronique. Donc, on génère des économies d'énergie. Les dernières familles de travaux qu'on finance, ce sont la famille de l'éclairage intérieur. Donc, beaucoup de dossiers sur le remplacement de luminaires par des LED, notamment des dalles LED, comme on les voit sur cette illustration. Là, on est entre 100 et 200 € hors taxe par dalle.
Donc voilà, j'ai fait une cote mal taillée de l'ordre de 150 € hors taxe par luminaire, sachant que lorsqu'on remplace des dalles, vous savez, des dalles de plafond 60 par 60, là où on a des néons habituellement, eh bien, on va mettre moins de dalles LED que ce qu'il y avait de dalles de néon. Donc, si on a une dizaine de dalles néon, eh ben, on va mettre peut-être 6-7 dalles LED. Voilà, ce n'est pas un pour un. Ce qu'on va financer également, c'est la ventilation. Alors, je fais un petit focus sur cet aspect qualité de l'air intérieur parce que c'est assez fondamental. On s'en préoccupe beaucoup depuis quelques années, notamment dans les écoles. Vous voyez dans cet encadré que la concentration en CO2 dans l'air, c'est à peu près 0,04%, c'est-à-dire 400 ppm parties par million. Donc, on va parler en pourcentage, ce sera plus simple. 0,04%, c'est le taux de CO2 naturel dans de l'air frais, dans la forêt. Et le maximum recommandé, il est de 1000 ppm, c'est-à-dire 0,1% dans un local. Or, on s'est aperçu en faisant des mesures sur l'ensemble du territoire que ces 1000 ppm, on les atteint en 1 heure dans une chambre à coucher et en une demi-heure dans une salle de classe mal ventilée. Ce qui induit du côté des élèves de la somnolence, des maux de tête et des difficultés d'apprentissage. Donc, vous voyez, cette problématique du renouvellement de l'air intérieur est très importante. Là, je vous parle CO2, mais l'air peut être aussi pollué par des benzènes quand on a une route à proximité, hein, des déchets, des fumées d'évacuation, et par des formaldéhydes, les formaldéhydes qui sont issus des produits ménagers, du mobilier, des peintures, des sols plastiques. Voilà, donc on a tous ces polluants qu'il va falloir évacuer via des VMC, des ventilations mécaniques contrôlées. Alors, la VMC, on distingue deux sortes de VMC. La VMC simple flux. La VMC simple flux consiste à extraire l'air vicié des pièces où l'air est le moins clair, le moins propre. Donc, ce sont les sanitaires, ce sont les cuisines, les salles de bain dans une habitation. Et on a des entrées d'air dans les pièces de vie. Donc, dans une habitation, ce sont les chambres, les salons. Dans une école, ce sont les salles de classe. Et on s'aperçoit que dans les salles de classe, bien souvent, où la VMC est carrément inexistante, ou bien les entrées d'air sont sous-dimensionnées, les sections des entrées d'air sont sous-dimensionnées. Donc, on a énormément de dossiers comme ça, de communes qui remettent à plat le renouvellement de l'air intérieur dans les salles de classe, voire dans les salles des fêtes. On parlait tout à l'heure de confort d'été. On va pouvoir programmer la VMC pour que l'été, elle ventile dans la nuit. Comme ça, ça va permettre de faire entrer de l'air frais dans le local. Là, on est sur un investissement assez modique de l'ordre de 1 000 € hors taxe pour mettre en place une VMC. Là, une parenthèse, je vais parler de dalles LED, je parle de VMC juste après. Pourquoi? Parce que ça fait partie des travaux concomitants dont je vous parlais tout à l'heure. Dans la mesure où on va reprendre un plafond, ce sera l'occasion de faire passer ces gaines, voyez, dans le plafond. Donc, ce sont des travaux qui souvent vont se faire dans le même temps. Ventilation simple flux, qui aujourd'hui est complété par un autre système qu'on appelle les ventilations double flux. Alors, la ventilation double flux, elle est illustrée sur cette image, où là, on va extraire, toujours pareil, on va extraire l'air vicié, sauf que cet air chaud qui sort du bâtiment en hiver va servir à préchauffer l'air propre qu'on fait rentrer dans les pièces de vie. On l'a ici, l'illustration d'un échangeur, donc où l'on voit de l'air chaud à 20 degrés qui va sortir, qui va transmettre sa chaleur via un échangeur à plaques ou un nid d'abeille, enfin différents types d'échangeurs,
et l'air va ressortir ici sur l'illustration à 2 degrés. C'est un petit peu enjolivé, mais globalement, ce sont ces ordres de grandeur. Et on a l'air extérieur qui serait rentré avec une VMC à 0 degré et qui, du coup, vu qu'il est préchauffé par l'air extrait, cet air entrant va rentrer à 18 degrés, ce qui va générer des économies d'énergie. Je vois qu'on a une question. Quel est l'impact d'une VMC sur la perte de chaleur de la pièce? Alors, j'ai en partie répondu. Quand il s'agit d'une VMC simple flux, plus le bâtiment va être isolé, plus on va calfeutrer ce bâtiment et effectivement, plus la part de déperdition par la VMC va être importante. Sur une VMC, elle va passer de environ 10% à 20-25% quand on va réduire les déperditions. L'objectif de la VMC double flux, c'est justement de réduire ces déperditions d'air chaud. L'investissement. Alors, je lis en même temps les questions qui arrivent. On voit sur cette illustration une VMC, une centrale double flux qu'on appelle décentralisée. Donc, tout le mécanisme d'extraction et d'entrée d'air se fait classe par classe via ces doubles flux décentralisés. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un caisson de ventilation et des prises d'air un petit peu partout dans le local. On peut très bien équiper une pièce avec ce type de VMC décentralisé. Là, l'investissement est plus important, de l'ordre de 150 € par mètre carré de surface à ventiler. J'avoue qu'aujourd'hui, quand se pose la question du renouvellement d'air, on oriente les communes plus sur l'aspect VMC que sur l'aspect double flux. Pourquoi? Parce que la problématique de la double flux, c'est qu'on a des gaines d'entrée d'air qui vont être dans les faux plafonds et qui seront très rarement nettoyés. Et en cette période de problématiques sanitaires, là, de Covid, on s'aperçoit que cette notion de nettoyage, d'entretien des gaines d'arrivée d'air frais, elle est fondamentale. Si on a des miasmes dans ces gaines, forcément, on va souffler de l'air vicié dans l'habitation. Ce n'est absolument pas l'objectif de la VMC simple flux ou double flux. Je vous demande une seconde, donc je lis la question qui m'est posée. Bonsoir, il m'a semblé au début de la présentation que vous parliez de travaux de mise aux normes. Par exemple, nous avons des travaux de mise aux normes des tableaux électriques de nos bâtiments et logements communaux. Ces travaux sont éligibles? Non. Malheureusement, non. Tous les travaux que je vous ai décrits jusqu'à maintenant, ce sont des travaux qui ont pour objectif de générer des économies d'énergie. C'est dans le cadre de la rénovation énergétique et la mise aux normes d'un tableau électrique, par exemple, ne rentre pas dans la liste des travaux éligibles. Quand on parlait de mise aux normes, c'était par exemple ce renouvellement d'air où il y a une obligation depuis le 1er janvier 2018, je crois, pour les communes de faire analyser l'air des salles de classe en maternelle et élémentaire. Et si cet air n'est pas suffisamment renouvelé, de faire en sorte de mettre en place les équipements nécessaires pour avoir un renouvellement d'air efficace. Donc, mettre en place une VMC. Donc, quand on parlait de mise aux normes, c'était plus sur ces aspects-là, puisque la VMC, à la fois, vous permet de vous mettre aux normes au niveau de la qualité de l'air intérieur et à la fois de générer des économies d'énergie dans le cadre d'une VMC double flux. Voilà. Est-ce que vous proposez une subvention pour une double flux décentralisée pour une école, par exemple? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je parlais de la double flux. Ça fait partie des travaux éligibles à nos aides. Quand nous prévoyons des travaux d'isolation en lien avec la rénovation d'une toiture, comment est prise en compte l'enveloppe des travaux? Seulement la part isolant et pose de cet isolant ou le devis dans sa totalité? Alors, c'est une bonne question. Que ce soit pour l'isolation de comble ou pour tous vos travaux, on va tenir compte de tous les travaux nécessaires à la mise en place de l'équipement. Ça veut dire que typiquement, pour des travaux d'isolation de comble,
La dépose de l'ancien isolant fait partie des travaux éligibles. La pose de l'isolant fait partie des travaux éligibles. La structure, si on fait un faux plafond, fait partie des travaux éligibles. On va s'arrêter à l'embellissement. On ne prendra pas les peintures ou les panneaux du faux plafond. Mais s'il y a un échafaudage à mettre en place, on prendra l'échafaudage, la mise en place de l'échafaudage dans la liste, enfin les travaux éligibles aux aides. Ça veut dire qu'on va en amont, vous allez nous confier vos devis. On va vérifier l'éligibilité des matériaux proposés sur le devis. S'ils ne sont pas éligibles, eh bien, il y aura quelques allers-retours entre vous et nous pour que le devis, si possible, devienne éligible. Notre objectif, c'est de vous distribuer cet argent, c'est que les travaux de rénovation soient faits, ce n'est pas de garder l'argent. Donc, on fera notre possible pour rendre le devis éligible. On calculera la subvention sur la base du devis. Cette subvention vous sera notifiée lorsque les élus du bureau syndical voteront cette aide. Et on finalisera le calcul de la subvention sur la base de la facture finale, puisque s'il y a des travaux qui finalement n'ont pas été réalisés, on va adapter le calcul de la subvention à la facture qui montre effectivement ce qui a été réalisé. Rénovation d'une toiture d'école, bien sûr que les aides sont d'actualité pour les écoles, pour les logements communaux, pour la mairie, la salle des fêtes, le gymnase, les vestiaires du stade de foot, n'importe quel travaux d'isolation à partir du moment où on est sur un bâtiment communal, ces travaux d'isolation sont éligibles à nos aides. Je parlais d'isolation, vous parlez d'isolation, moi je pensais que tout à l'heure vous avez nommé les panneaux photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques sont déjà aidés par l'État, donc nous, on ne vient pas surenchérir, on va pas financer les panneaux photovoltaïques, ni la dépose ou la repose des tuiles. La couverture, on va dire que ça ne fait pas partie des travaux qui vont vous permettre de réaliser des économies d'énergie. Donc nous, on restera sur la partie isolation. J'ai terminé de balayer globalement l'ensemble des familles de travaux que l'on finance. Ce qu'on a souhaité également, quand on a mis en place ce dispositif de subvention, c'est ne pas faire d'usine à gaz. On a voulu que cette procédure soit extrêmement simple. Cette procédure, je vais vous expliquer qu'on a essayé de la mettre en place pour respecter le rythme des collectivités. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, on a beaucoup de communes, par exemple, qui veulent faire les travaux sur l'école pendant les vacances de Pâques, et on ne veut pas que notre procédure vous ralentisse et ne vous permette pas de faire les travaux en temps ou en heure. Ça veut dire que pour nous saisir, un mail ou un coup de fil suffit. Voilà. Vous nous appelez, vous nous dites on veut isoler les combles de la mairie. C'est fait, le dossier est ouvert. Ensuite, on vient sur place le plus rapidement possible. Vous apportez un œil extérieur sur les travaux que vous réalisez, que vous souhaitez réaliser. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez être conforté dans votre projet ou avoir d'autres idées, par exemple, j'étais la semaine dernière dans une commune où je leur ai dit, dans la salle des fêtes, c'est bien de vouloir isoler, mais vous avez un volume à chauffer qui est très conséquent. Vous me dites que vous avez une acoustique qui n'est pas terrible. Et bien, pourquoi ne pas abaisser le plafond de la salle des fêtes? Comme ça, vous réduisez le volume à chauffer, vous isolez le plafond et vous améliorez l'acoustique en posant des panneaux acoustiques. Et donc, c'est certainement ce qui va se faire. Donc, voilà, la commune savait sur quel bâtiment elle voulait agir, savait à peu près ce qu'elle voulait faire, mais cet appui technique leur a permis d'affiner leur projet. Je jette un œil sur les questions, très bonnes questions sur les constructions neuves. Elles ne font pas partie des travaux éligibles. On est sur les travaux de rénovation. Donc, effectivement, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on est uniquement sur l'existant. Les subventions de territoire d'énergie peuvent-elles être cumulées avec des subventions bonus relance de la région dans le cas des isolations des rampants? Elles sont tout à fait cumulables avec la DETR, les aides de la région, les aides du département.
On veillera juste à ne pas dépasser le plafond des 80% d'aide publique, mais vous pouvez tout à fait les cumuler avec d'autres aides, évidemment. Je vous parlais donc de notre appui technique qu'on essaye de faire le plus réactif possible. On tient à votre disposition également notre référentiel technique qui liste de manière exhaustive l'ensemble des travaux éligibles et les critères de performance à atteindre pour qu'ils soient éligibles. Par exemple, pour de l'isolation, le critère de performance, c'est le R, le coefficient de résistance thermique, c'est-à-dire qu'on ne va pas financer, si vous mettez 2 cm de laine, j'exagère, mais 2 cm de laine au comble, mais on financera sur des comptes quand on aura un R de 7, par exemple, qui correspond à une vingtaine, trentaine de centimètres d'isolant, ça dépend de l'isolant qu'on met. Et ces critères de performance sont fixés par l'État. On reprend la plupart du temps, même quasiment tout le temps, les critères de performance fixés par l'État dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, ce référentiel, on le tient à votre disposition et on vient souvent le présenter en mairie, vous expliquer voilà, ce que vous voulez faire, sur quelle ligne on est et quels sont les critères à atteindre. Dès que vous avez fait votre demande, demain, vous me faites votre demande de subvention. Après-demain, on accuse réception de votre demande. Et ben, dans 3 jours, vous pouvez signer votre devis. On l'aura vérifié ensemble, on aura regardé ensemble que les travaux sont éligibles, mais on essaye d'être le plus réactif possible, toujours dans la logique de je veux isoler l'école aux vacances de Pâques. On est au mois de février. Et ben voilà, on ne veut pas ralentir vos projets. Donc, en 3 jours, globalement, on accuse réception de votre demande. Et à partir de ce moment-là, alors, ça ne veut pas dire que vous aurez la subvention. Hein, il y a une petite prise de risque. Aujourd'hui, depuis 3 ans, il n'y a jamais eu un seul dossier qui a été refusé par nos élus. Mais voilà, vous avez la possibilité d'engager vos travaux dès lors qu'on a accusé réception de votre demande. En cas de rénovation de bâtiments non utilisés et pouvant être rénovés… Alors, je suis désolé, je ne comprends pas la question. En cas de rénovation de bâtiments… Par exemple, on a ce qu'on appelle, nous, sur Tulette, le château, un bâtiment qui n'est pas utilisé depuis des années. Oui. Si on veut le rénover pour faire des salles de réunion ou des bibliothèques, enfin, peu importe, est-ce que dans ce cadre-là, il y a des aides, par exemple, si… Bien sûr. À partir du moment où c'est un bâtiment qui est chauffé, et j'imagine que si vous allez l'utiliser pour faire une salle d'exposition ou des salles de réunion, salles associatives, il sera chauffé. À partir du moment où il va être chauffé, des travaux d'isolation seront nécessaires pour éviter les déperditions, pour faire des économies d'énergie. Donc, ça rentre complètement dans le champ des travaux éligibles à nos aides. Oui. Possibilité d'engager les travaux dès la réception de votre demande. Vous avez ensuite 2 ans pour réaliser vos travaux. Et puis, quand les travaux sont réalisés, vous nous faites une demande de versement. Vous nous envoyez la facture mandatée avec votre demande de versement. Et puis, le dossier, si la facture est conforme à ce qui a été décrit dans le devis, en fait, hein, on transmet le dossier à notre service comptabilité qui fait ensuite les démarches pour que la subvention soit mandatée. Depuis 2018 que ce dispositif de subvention existe, il y a 180 collectivités drômoises qui ont adhéré à ce dispositif, hein, cette fameuse adhésion de 20 centimes par habitant. Alors, je vais être plus précis, 20 centimes par habitant et par an pour les communes rurales, 50 centimes par habitant et par an pour les communes urbaines. Voilà, mais 180 communes adhérentes qui ont bénéficié de nos subventions, qui ont réalisé pour 4 500 000 euros de travaux subventionnés à hauteur de 1 500 000 euros, pardon. 10 000 euros, voilà, il est tard. 10 000 m² de combles isolés, 5 000 m² de murs isolés, 1 500 luminaires LED remplacés, 500 m² de planchers isolés et 1 000 m² de menuiserie remplacée. Voilà, entre autres, à quoi a servi la subvention du SDED mise en place par nos élus sous la présidence de Jean Besson.
Territoire d'énergie Drôme et la transition énergétique, c'est également la mutualisation des certificats d'économie d'énergie. Alors, ce dispositif, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez plus de détails, vous nous contactez et puis je viendrai vous expliquer ça en commune avec plaisir. Mais globalement, l'idée, c'est que si vous avez oublié de nous demander la subvention pour vos travaux ou si vous adhérez aujourd'hui et que vos travaux, vous les avez réalisés le mois dernier, on va pouvoir, s'ils sont éligibles au C2E, récupérer, monter un dossier C2E, déposer ce dossier C2E et vous restituer l'argent récolté grâce au dépôt de ce dossier. Donc, on va récupérer de l'ordre de 15%, 10 à 15% du montant des travaux. On est loin des 50% de la subvention du SDEN, mais enfin, voilà, on arrivera toujours à gratter quelque chose si vous avez déjà réalisé les travaux et que vous avez oublié de nous demander une subvention. Territoire d'énergie Drôme, c'est également des groupements d'achat d'électricité et de gaz. Je pense que la plupart d'entre vous ont connaissance de ce dispositif. L'autoconsommation collective, qui consiste à mettre du photovoltaïque, une centrale photovoltaïque sur un bâtiment, globalement, et à alimenter en circuit court les bâtiments communaux qui sont à proximité. C'est aujourd'hui au stade de projet pilote. On mène aujourd'hui 5 projets pilotes dans le département pour élaborer les outils techniques, juridiques qui nous permettront de démultiplier ce genre de projet dans la Drôme. Territoire d'énergie Drôme, c'est également les bornes de recharge, l'hydrogène. Je ne vais pas trop m'y attarder, mais c'est vrai que le Premier ministre a fait des annonces à ce sujet. Aujourd'hui, il faut savoir que 90% de l'hydrogène utilisé en France est produit grâce à des énergies fossiles, grâce au craquage du méthane. Du coup, aujourd'hui, l'hydrogène produit émet du CO2. Bon, bah, l'idée, vu qu'on sait faire de l'hydrogène en faisant de l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire zéro déchet, grâce à des panneaux photovoltaïques ou à de l'éolien, eh ben, l'idée, c'est de développer des outils qui nous permettront de générer de l'hydrogène de manière propre grâce à des éoliennes, par exemple. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, les éoliennes, elles fonctionnent par intermittence. Il n'y a pas forcément du vent quand on a besoin d'électricité dans nos communes. Eh ben, produire de l'hydrogène au moment où l'électricité de l'éolienne n'est pas consommée, ça va permettre de stocker de l'énergie et de restituer de l'électricité grâce à cet hydrogène par la suite quand on a des pointes de consommation d'électricité. Territoire d'énergie Drôme, c'est également des réflexions autour des groupements de travaux. L'idée qui nous vient comme ça, ce serait d'organiser par exemple à l'échelle du département l'isolation des comptes de toutes les écoles des collectivités qui voudraient se regrouper pour avoir un effet d'échelle et diminuer le coût de ce genre de travaux. Voilà. Je termine par cette carte. Je vais la laisser un instant pour que vous voyez, que vous repériez sur la carte de la Drôme où est votre commune et avec ce code couleur que vous repériez le technicien de notre service, votre technicien référent. Donc moi, je suis Antoine Domanger, j'ai en charge l'ensemble des communes en vert sur la carte. Et puis, il y a mes collègues Myriam Dardar, Jean-Christophe Niemiec, mon chef de service, Cyril Lambert, Corentin Courtial, qui sont en charge. On s'est ventilé à nous 5 l'ensemble des communes du département. Je laisse ça à l'écran, je laisse le numéro de téléphone de notre service qui, en fonction de votre commune, vous redirigera vers un des 5 techniciens qui sera votre interlocuteur direct pour tous vos travaux de rénovation. Je laisse cette carte à l'écran. En même temps, je regarde rapidement les questions qui ont été posées. En cas de rénovation, les sites d'autoconsommation collective sont-ils visitables? Alors aujourd'hui, ils n'existent pas encore. Dans le processus, on commence par identifier un site où la commune a un projet photovoltaïque. Donc, il y a 5 communes dans la Drôme qui ont été retenues parce qu'elles avaient, elles ne s'engageaient pas, mais en tout cas, elles avaient un projet clair
de centrales photovoltaïques. Ensuite, il faut identifier les bâtiments communaux, voire éventuellement privés, mais qui vont être à proximité et qui auront des consommations d'électricité au même moment que la production maximale de la centrale photovoltaïque. Donc, globalement, des bâtiments qui vont beaucoup consommer en été la journée. Typiquement, les meilleurs bâtiments qu'on ait trouvés pour l'instant, ce sont les EHPAD. Les EHPAD qui vont fonctionner toute l'année, y compris en été, et qui, pour apporter de la fraîcheur à leurs usagers, vont souvent utiliser la clim, en tout cas vont avoir des consommations d'électricité en été, en journée. Donc, on en est là. On a identifié 5 communes, on a identifié 5 projets photovoltaïques, on a lancé des mesures de consommation très fines sur les bâtiments à proximité durant l'été. Et puis, on va enchaîner là à l'automne pour avancer sur les aspects contractualisation, sur les aspects centrales photovoltaïques et les connexions à la fois administratives, techniques, financières qu'on va avoir entre les différents bâtiments. Produire de l'hydrogène, voilà un beau challenge pour les centrales villageoises de la Lance. Et oui, évidemment, c'est vraiment une source d'énergie. Ça va devenir une source d'énergie vraiment très intéressante, cet hydrogène propre, puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un des meilleurs moyens de stocker l'énergie et de pallier à l'intermittence des énergies renouvelables. C'est le principal défaut des énergies renouvelables, cette intermittence. On ne choisit pas quand est-ce qu'il y a du soleil, quand est-ce qu'il y a du vent, quand est-ce que quoique les cours d'eau, si, les cours d'eau, c'est assez linéaire, mais pour l'éolien et le photovoltaïque, en tout cas, on a cette intermittence qui va être, on va dire, contrecarrée qui peut être contrecarrée par la production d'hydrogène, qui ensuite, alors pour finir la chaîne, je termine là-dessus, on va transformer cet hydrogène en électricité via ce qu'on appelle des piles à combustible. Donc une pile à combustible, pour faire très simple, l'hydrogène, c'est deux atomes H. Donc la pile à combustible, c'est une membrane qui va laisser passer l'ion H+, mais qui ne va pas laisser passer l'électron, qui va faire passer l'électron, qui va forcer l'électron à passer par un fil par ailleurs. Et on sait qu'un électron qui passe dans un fil, c'est l'électricité. Donc voilà le fonctionnement de la pile à combustible. On part de l'éolien ou du photovoltaïque, on fait de l'électrolyse de l'eau pour stocker de l'hydrogène. Et quand on a besoin d'électricité, cet hydrogène, on le retransforme en électricité via des piles à combustible. Une nouvelle question, est-il prévu un temps de formation autour de l'éclairage public? Est-ce également vous? Je suis dans le DIWA. Qui pourrait nous renseigner, je pense, sur le sujet? Alors, nous, on n'est pas éclairage public. On a nos collègues du service éclairage public qui font ça beaucoup mieux que nous. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous contacter sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Et puis, Marie Myrtille, notre collègue, vous renverra sur des techniciens EP, des techniciens éclairage public qui pourront vous renseigner sur ce que vous souhaitez faire. Mais effectivement, l'éclairage public, énorme source de dépenses pour les collectivités et énorme gisement d'économie d'énergie en faisant de l'extinction nocturne, en remplaçant les luminaires par des LED, en faisant de l'abaissement de puissance si on ne veut pas faire d'extinction nocturne, en se posant la question, quand on veut mettre de l'éclairage sur une rue, est-ce que c'est sûr qu'on veut mettre de l'éclairage sur la rue? Voilà, c'est tout un état d'esprit, une gymnastique à acquérir en se demandant d'abord, est-ce que j'ai besoin de dépenser cette énergie? Et si j'en ai besoin, effectivement, après, on va essayer de se diriger vers les matériaux les plus efficaces. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous faire venir dans vos communes. En plus, moi, vous voyez, je me suis réservé un peu de Sud-Drôme, un peu de Diois, un peu de Royan, un peu de Vallée du Rhône. Donc, c'est un régal, un plaisir à chaque fois de me déplacer pour venir vous voir. Donc, n'hésitez pas.
que ce soit pour vous conforter dans votre projet de rénovation, que ce soit pour avoir des idées nouvelles, pour savoir ce que font les autres communes. C'est important aussi de s'appuyer de mutualiser les expériences de tout le monde. Et on était là pour ça. Voilà, je vois que c'est l'heure des remerciements. Donc, c'est à mon tour de vous remercier nous avoir consacré 1 heure. Si je n'ai pas été exhaustif, encore une fois, appelez-nous. On se fera un plaisir de répondre à vos questions ou de venir vous voir en commune.